les enfants rentrent à l'école dans leur routine, dans leur programme, dans leur emploi du temps. Donc les parents aussi. Et puis cette rentrée aussi, elle est surtout pour les parents qui font rentrer pour la première fois leurs enfants, donc à l'école élémentaire, à la maternelle notamment. C'est souvent difficile. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Quel plaisir de vous retrouver. Bon matin à tous. Et si je dis bon matin, vous l'avez compris, c'est parce que Karima Chadibaou fait sa rentrée aujourd'hui. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bon matin les amis. Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Bon, c'était comment les vacances? Parce que vous avez pris des belles vacances. Oui, franchement, bien reposé, bien déconnecté de tout. J'étais en Corse, donc retour aux sources, parce que j'ai grandi en Corse. Et donc j'ai retrouvé, donc il y avait le temps familial et le temps de détente, de déconnexion, même si on a eu une belle tempête. Et on était au cœur de la tempête, parce que là où on a séjourné, c'était là où a eu lieu le typhon. Mais ça va, voilà. Ça va, on a vu une belle solidarité. Il n'y avait pas de téléphone pendant quelques jours. Non, pendant 3 jours, pas de téléphone, donc pas de réseau, pas d'électricité et pas d'eau. Voilà. Donc du coup, j'ai C'était la classe. Là. En fait, vous êtes parti en opération humanitaire là. Voilà, exactement. Et donc du coup, se laver dans la mer, c'était sympa avec les enfants. Les enfants n'étaient pas trop contents par rapport à leur réseau parce qu'ils avaient envie de partager en fait de ce qu'ils étaient en train de vivre. Voilà, j'ai dit écoute, vivez-le déjà et ensuite vous pourrez le partager. Ceci dit, maintenant vous en rigolez, mais au moment où c'est arrivé, j'imagine qu'il y a eu une phase d'angoisse. Une phase d'angoisse, de peur de ne pas comprendre. On n'a pas été en fait, alerté ou en tout cas préparé. Il n'y a pas eu d'habitude où on a les bulletins météo, vigilance orange ou rouge ou je ne sais pas quoi. Là, rien du tout. Et donc du coup, on a été surpris en fait au petit matin par cette tempête qui a duré 30-40 minutes maximum. Et il y a eu énormément de dégâts, donc des personnes décédées quand même. Notamment, il y avait là où on était, il y avait un camping avec une jeune enfant qui sont pris un arbre. C'était assez impressionnant de voir les mobil-homes au milieu de la route, au milieu du sentier, qui sont la force du vent. Donc voilà, de solidarité totale et empathie totale envers toutes les victimes et puis de voir aussi la solidarité entre les habitants, les gens qui venaient, les villas voisines et qui venaient demander si tout allait bien et s'il ne manquait pas quelque chose. Donc du coup, ça a permis de vivre quelque chose de très fort. D'accord. Vous êtes dans ces cas-là en général très efficace. Karima, vous avez sorti votre trousse de survie avec les huiles essentielles. Qu'est-ce que vous avez fait? Les huiles essentielles et puis sur les traumas aussi, les mouvements oculaires pour ceux qui ont eu peur et qui pensaient que c'était la fin du monde qui arrivait, quoi. Donc du coup de pouvoir remettre les choses et classer en fait cet événement traumatique et de pouvoir en tirer une leçon et d'apprendre que l'impermanence de la vie et que tout peut arriver à n'importe quel moment et d'être prêt à ça. En tout cas, c'est la leçon qu'on en tire. On peut être en vacances, oui, il fait beau, on est en Corse, tout va bien, on est en famille et puis paf, un truc qui arrive et qui peut tout chambouler. Ouais. Et du coup, s'y préparer, de se dire que rien n'est acquis. Voilà. Bon, c'est une rentrée un peu anxiogène, vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est un peu partout quand même, les nouvelles sont anxiogènes d'où qu'elles viennent. D'où qu'elles viennent à tous les niveaux et c'est assez, comme vous l'avez dit, anxiogène, angoissant et comment on fait justement pour mettre un peu d'apaisement là-dedans et de ne pas se laisser aller dans la cavalcade de toutes ces pensées morbides parce que on allume la télé, on nous annonce des choses terribles. Alors que moi j'étais bien contente, je me suis dit oh là là, c'est une rentrée sans masque pour les enfants, de retrouver, voilà, on est à la période post-Covid, donc même si la 8e vague est là, voilà, je sais plus si c'est la 8e ou la 9e, j'ai arrêté de compter, voilà, la 8e. Donc de se dire voilà, il y a de nouvelles choses, les enfants grandissent, de nouveaux caps, de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges, mais que ça reste quand même difficile avec cette crise. Et puis on parlait tout à l'heure du climat et de ça. En arrivant ce matin, j'écoutais aussi les infos sur que cet hiver, il faudra se chauffer à pas plus de 19 degrés. Je dis mais ça fait longtemps nous qu'on le fait. Alors, et encore moins, c'est pire. Voilà. Nos clims, nos chauffages. Voilà, donc ça vous fera les pieds. Nous en tout cas dans la famille on fait ça, on essaye d'être vraiment respectueux en fait du climat, de faire dans nos gestes de tous les jours et d'apprendre aussi ça aux enfants, c'est important. Donc moi j'étais un petit peu, je dis mais en fait ça m'a angoissée.
Mais après, je me suis dit, mais en fait, tu le fais déjà, ça. C'est OK, c'est déjà acquis. Donc, dire comment est-ce qu'on peut basculer dans quelque chose d'anxieux, quoi. Ça, Comment on se laisse aller, quoi. D'une certaine façon. Ouais, c'est ça qui est angoissant. Oui. Du coup, parce qu'on n'a pas de contrôle dessus et de se dire que... Donc, du coup, ça nous apprend à lâcher prise et à dire, OK, de toute façon, l'être humain... il suffit juste de repenser à cette période qu'on a vécue aussi du Covid, où c'était aussi brutal, il y avait rien on ne savait rien, en fait. On ne savait rien, mais on l'a dépassé. D'accord ? Et bien là, la crise de l'énergie, ça va être la même chose. Il faut juste maintenant revenir aussi à notre humanité, revenir aussi à l'essentiel et revenir à ce qui donne du sens et ce qui est important. Dépêchez-vous, il va y avoir des pénuries de gants de toilette. Alors, allez acheter des gants de toilette. C'est le moment. Non, mais vous rigolez, Karima. Mais c'est le retour du gant de toilette. Alors, je sais, c'est pas glamour, tout ça. Non, mais si nous rationnent l'eau, vous allez voir qu'on va s'y mettre. Ah, ben, ça, c'est clair. Et puis le pot, vous savez, le pot avec le bro. Ma mère achète ça dans les brocantes, elle aime bien. Je vous assure, des trucs anciens en porcelaine. Et elle me dit, moi, je dis, mais tu gardes pourquoi t'as acheté ça, maman ? Elle me dit, non, j'aime bien. Puis ça me rappelle un truc dans l'ancien temps. Nous, on faisait comme ça et tout ça. Ben, on va y revenir. Donc maintenant, ça va être la cuvette. Le bro. Exactement. Voilà. Et on prend l'eau nécessaire dont on a besoin pour faire notre toilette. Voilà. Et c'est pas des litres d'eau qui vous dégoulinent sur le... Et puis de chauffer l'eau, exactement, aussi. Donc du coup, on va revenir à des choses essentielles. Bon, alors on va parler de la rentrée ce matin. On est toujours dans cette période de la rentrée. Mettez toutes les chances, vous parents qui nous écoutez, de votre côté pour la réussite scolaire de vos enfants. Mais on parle toujours de la rentrée des enfants. Mais c'est quelque chose qui se passe à deux. Les parents, ils rentrent en même temps que leurs enfants. Faut pas l'oublier. Exactement, pour ceux qui étaient donc en vacances. Parce qu'il y a une longue période en fait donc de vacances où on déconnecte, où le rythme change. Et là, à la rentrée, donc, on va prendre un autre rythme. Donc, les enfants rentrent à l'école, donc dans leur routine, dans leur programme, dans leur emploi du temps. Donc, les parents aussi. Et puis, cette rentrée aussi, surtout pour les parents qui font rentrer pour la première fois leurs enfants donc à l'école élémentaire, donc à la maternelle notamment. Donc, c'est souvent difficile. C'est souvent difficile, c'est un cap, c'est cette séparation. La séparation, Philippe, vous savez, on l'appelle aussi la petite mort. Donc, c'est, voilà, que va faire mon enfant sans moi ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il est en sécurité ? Est-ce qu'il va s'amuser ? Est-ce qu'il va bien rentrer dans les apprentissages ? Qu'est-ce qu'on va me dire de lui ? Qu'est-ce qu'il va développer de lui ? Comment ? Donc, il y a plein de choses, en fait. Donc, du coup, on parlait d'anxiété, qui va développer aussi une anxiété chez les parents de mon enfant quand il n'est pas avec moi. Est-ce qu'il est bien ? Aussi. Et puis, cette volonté aussi qu'il faut, en fait, là, je vais utiliser vraiment un opérateur de nécessité, qu'il faut lâcher prise parce que l'enfant a besoin de se séparer de ses parents pour rentrer en contact avec d'autres adultes, développer ses compétences psychosociales, à nouer des relations avec d'autres enfants, cette sociabilité, sa sociabilisation et socialisation, les deux. Voilà, des mots un peu compliqués ce matin. Mais voilà, pour dire que comment il est avec les autres et comment il s'épanouit avec ses camarades. Et d'autant plus que là, en ce moment, donc, dans mes consultations, donc, j'ai repris aussi au cabinet, je reçois des jeunes ados qui rentrent au lycée aussi, ce cap et la difficulté, il connaît personne, il retrouve pas ses camarades qu'il avait en 3e, qui étaient dans la même classe que lui, c'est un nouveau lycée, c'est des professeurs qui changent et qui sont beaucoup plus rigoureux aussi. Donc il y a aussi, c'est pas parce qu'il est grand que l'anxiété, l'angoisse de la rentrée est atténuée. Non, parce que justement, à chaque fois, c'est comme un renouvellement et un recommencement de quelque chose. J'étais bien installée avec mes camarades, j'étais en 3e, donc passe en seconde. Celui qui est en CM2 passe en 6e, c'est pas les mêmes rythmes. C'est pas celui qui était en maternelle où tout était possible rentre au CP. Et attention, là c'est du sérieux. On va apprendre à lire, même s'ils apprennent à lire avant. Mais voilà, c'est tous ces caps en fait qui sont difficiles pour l'enfant et pour le parent aussi, parce que le parent voit son enfant grandir, voit son enfant se détacher aussi au fur et à mesure du parent. Donc on doit l'aider en tant que parent
et avec le corps enseignant, toute l'équipe éducative, l'équipe pédagogique, pour aider l'enfant, pour pouvoir détecter s'il y a des difficultés, s'il y a des troubles de l'apprentissage, s'il y a des troubles au niveau social, c'est-à-dire qu'il a la difficulté à se faire des amis. Cet enfant, est-ce qu'il est introverti? Est-ce qu'il est extraverti? Est-ce qu'il a un TDA, un trouble de l'attention avec un déficit de l'attention ou pas? Oui, il est dyslexique ou pas? Quel accompagnement on va faire autour? Orthophonie, pas orthophonie, psychomote ou pas psychomote? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, les parents sont face à tout ça. Et des choses qu'on peut diagnostiquer à l'école maternelle, des choses à l'école élémentaire, des choses aussi au collège et au lycée. Parce que c'est vrai que tous ces troubles, les troubles dont vous venez de parler, ne se détectent pas tous au même âge. Par exemple, quels sont les troubles qu'on peut détecter dès la maternelle? Alors, dès la maternelle, déjà, l'attention. On peut voir déjà, bien sûr qu'on ne va pas poser un diagnostic direct tout de suite. C'est pas parce qu'il n'arrive pas à se concentrer pendant 3 minutes, 5 minutes sur un jeu que ça veut dire qu'il atteint un trouble. C'est pas ça. Sachant qu'à cet âge-là, il est hyper stimulé, déjà. Donc, les troubles, on peut les observer à partir de l'élémentaire. Maternelle, on va voir en fait comment il rentre en relation. Est-ce qu'il partage les jeux avec d'autres enfants? Est-ce qu'il a des copains? Est-ce qu'il se mélange avec les autres dans la cour de récréation ou pas? Donc on peut commencer déjà à diagnostiquer des choses assez fines. Par exemple, en psychomote, par exemple, comment est-ce qu'il tient son stylo? Psychomotricien, pardon. Oui, la psychomotricité. La psychomotricité, c'est en fait la motricité, comment il se déplace, comment il tient son stylo après pour la motricité fine, comment il enfile les perles, est-ce qu'il utilise bien, est-ce qu'il est agile avec ses mains, parce que en fait le fait qu'il puisse bien utiliser son corps nous donne des indications de comment la représentation mentale qu'il a dans sa tête en fait de son corps et de sa pensée, de ses émotions aussi. Donc là, ça peut nous faire peut-être penser à certaines formes de dyspraxie, par exemple. Exactement, par exemple. Alors c'est vrai que la dyspraxie, on en parle moins que la dyslexie. Oui, et pourtant, c'est un trouble assez courant, la dyspraxie. Généralement, de toute façon, quand un enfant est atteint d'un donc d'un dysfonctionnement cognitif, au niveau des troubles d'apprentissage, on les appelle comme ça, alors que c'est pas vraiment un trouble. Moi, j'aime pas dire que c'est un trouble. C'est juste que les enfants apprennent autrement. Et que le canal par lequel passe en fait l'apprentissage ou l'information, c'est pas le même que la norme. On va dire ça comme ça. D'accord ? Donc la dyspraxie, souvent, donc c'est des enfants qui ont du mal dans la latéralité, la gauche, la droite, en haut, en bas, au-dessus, en dessous, à se déplacer. On les appelle aussi les maladroits, vous savez, Philippe. Donc du coup, il y a au niveau cognitif, il y a quelque chose qui se passe, un chemin en fait qui n'est pas. C'est des enfants qui ont du mal à faire leurs lacets. Par exemple. Qui ne comprennent pas comment on fait les lacets. Les lacets parce que ça va trop vite ou parce que la méthode pour expliquer fonctionne pour la plupart des enfants, pour la généralité, mais certains enfants spécifiques, atypiques même, qui ont besoin en fait de plus détaillé. Donc du coup, ils ont la dextérité en fait, comment ils utilisent. Et d'ailleurs, on le voit quand ils jouent aux jeux vidéo sur les manettes. D'accord. On le voit aussi, par exemple, au lieu d'utiliser, donc il y a certaines choses qu'on utilise facilement avec la main gauche et d'autres avec la main droite, notamment, et donc du coup qui ont un petit peu du mal avec les deux. Vous voyez ? Donc moi je me souviens d'un petit garçon que j'accompagnais. Maintenant il est grand et qui avait, et donc juste pour revenir sur l'idée que je disais au départ, quand on est atteint d'un trouble 10, généralement on a tous les autres derrière. Ah bon ? Oui, généralement, ouais. Ils sont associés. Ils sont associés, oui. C'est un tarif de groupe. C'est un tarif de groupe, donc dyspraxie avec dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Alors dysorthographie, donc pour les parents qui nous écoutent. Pour l'orthographe, donc du coup il va écrire les mots comme il les entend. D'accord. C'est-à-dire que même dans la lecture, et ça, c'est un trouble qui est lié à la dyslexie, c'est-à-dire le lexique, tout ce qui est son dictionnaire en fait des mots. Un enfant à un certain âge, il a tant de mots qu'il a appris dans le contact, dans l'échange toute la journée. Vous voyez, avec les parents, à l'école, il voit un mot, il voit par exemple le mot gobelet, ou le mot, en fait, la chose n'est pas le mot, mais ce qu'on appelle un gobelet. Donc c'est un récipient dans lequel on met un liquide. Donc il va le voir une fois, il va savoir le réutiliser, il va l'enregistrer dans son lexique. Un enfant dyslexique ne va pas le retrouver. À chaque fois, il va dire mais il a besoin de revivre l'expérience de ce que c'est pour pouvoir ensuite le nommer. En fait, il le stocke pas au niveau de sa mémoire brève, où on appelle aussi la mémoire de travail. Donc en fait, il est obligé à chaque fois de refaire l'apprentissage. On a longtemps cru que la dyslexie c'était inverser les syllabes et après mais il n'y a pas que ça, oui. C'était pas que ça. C'était exactement. C'est un des symptômes, mais il n'y a pas que ça.
Dans la dyslexie, il y a vraiment cette pauvreté aussi du langage, donc d'un retard de langage. Il utilise souvent les mêmes mots. Donc du coup, il n'y a pas une ouverture en fait au niveau il est curieux, mais au niveau de chaque mot qu'il peut rencontrer, il est rapidement saturé en fait. Pourquoi ? Parce que le chemin neuronal qu'il utilise, qui est par exemple, je vois un gobelet, je sais que tout ce qui ressemble à un gobelet, voilà, ça fait la bouteille, là, c'est la même famille. C'est un contenant. Mais un dyslexique, il ne va pas faire le lien. Donc, toute la remédiation et la rééducation orthophonique va l'aider à faire quoi ? À créer des liens et à utiliser des stratégies de contournement pour pouvoir retrouver le mot et retrouver le... Voilà. J'ai bien vulgarisé là. Ce que font très bien les dyslexiques, en tout cas. Moi, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps qui me disait qu'il avait compris lui-même qu'il était dyslexique parce qu'il avait fait diagnostiquer son fils de 7 ans. Ouais, voilà. Et en faisant diagnostiquer son fils de 7 ans, il s'est rendu compte que lui l'était et que son frère jumeau l'était aussi. Voilà. Mais ils avaient 40 ans. Ouais. Oui, et donc, parce qu'à l'époque, ils avaient adopté des stratégies de contournement pendant toutes ces années et ils ont très bien réussi. Exactement. Ah oui, mais ça n'empêche pas, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, la dyslexie, la dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie. Pour la logico-mathématique, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est juste qu'on utilise un autre chemin, tout simplement. Voilà, mettez toutes les chances de votre côté pour réussir la rentrée scolaire de vos enfants. On en parle avec Karima Chadibaou ce matin. Pour beaucoup de parents, laisser et confier ses enfants à l'école, c'est aussi confier des enfants à des professeurs, à des maîtres, à des maîtresses. Oui. Il faut apprendre à faire confiance aussi. Absolument, et c'est pour ça que quand on regarde sur le site de l'éducation nationale.gouv, on a justement aussi pour les enseignants comment justement créer du lien avec les parents et avec les familles, comment rendre accessible en fait et le programme et tout ce qu'on va mettre en place en fait en classe. C'est pour ça qu'il y a des réunions et là il va y avoir toutes les séries de réunions de rentrée avec les parents pour expliquer, pour se faire connaissance. Et donc moi j'invite vraiment les parents à y aller, à poser toutes les questions et vraiment ne pas rester sur des peurs qui sont soit des peurs rationnelles ou des peurs irrationnelles. Rationnelles, ça veut dire dans le sens où oui, j'ai peur, c'est normal. Et c'est raisonnable, on va dire ça comme ça, parce que je confie la prunelle de mes yeux à quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un qui est là parce qu'il est diplômé, parce qu'il est à sa place, et diplômé pas tous. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans la polémique cette année, c'est particulier. Voilà, c'est particulier. Oui, on l'a dit, on est en crise et ça fait partie du climat anxiogène, ça aussi, de savoir qu'on va confier aussi nos enfants à des personnes. C'est quoi les critères en fait ? Donc moi, j'invite vraiment les parents à être vraiment authentiques et transparents. Quand je dis transparent et authentique, ça veut dire à poser toutes les questions. C'est-à-dire, mais au préalable, de faire correctement, bien sûr, dans la bienséance, et pas agresser le professeur parce qu'on trouve qu'il est trop jeune, qu'il n'a pas l'air expérimenté, qu'il n'a pas l'air compétent, qu'il n'a pas l'air. D'accord ? Ça, ce sont que des a priori et des préjugés que l'on peut avoir sur les enseignants. Moi, si je vous raconte, Philippe, parce que j'étais enseignante à un moment, voilà, et ensuite, quand je suis passée de l'autre côté, que j'ai mis mes enfants à l'école, moi j'y allais tout le temps avec un carnet, et quand les professeurs me voyaient arriver, que ce soit les maîtresses, les maîtres, ou les professeurs au collège, et lycée un peu moins, ils me voyaient arriver avec mon petit carnet, mes stylos, et toutes les questions que j'avais préparées. Donc ça leur faisait un petit peu peur, j'ai dit, ouais, peut-être que... c'est-à-dire de trouver une manière, en fait, qui soit... adapté et approprié. Je choisis mes mots, vous avez remarqué, Philippe, parce que la personne qui va s'occuper de nos enfants, elle en a généralement, si on est dans une zone d'éducation prioritaire, elle en aura peut-être 14, 15, 16 dans la classe. Si elle n'est pas dans une zone prioritaire, elle en aura peut-être 24, 25, voire 26 dans la classe. Donc c'est et sachant que dans les zones prioritaires, ça veut dire qu'il y a une précarité au niveau social, économique, et qu'il y a un environnement, un climat et un niveau, j'aime pas ce mot, mais je vais l'utiliser quand même, social auquel il va falloir s'adapter. D'accord ? Donc ça demande de la part de l'enseignant une
une adaptabilité, une souplesse, une flexibilité comportementale et aussi d'explication de ce qu'il fait et de pas rentrer. Moi, c'est ce que je dis, c'est le conseil aussi que je donne à ma fille qui est enseignante. Ne parle pas aux parents avec ton jargon de professeur, de toi quand tu parles de tel apprentissage, telle évaluation, parce que les parents, ce qu'ils veulent savoir, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on veut savoir ? Que notre enfant est en sécurité, qu'on s'occupe de lui, qu'il a des copains, qu'il rentre bien dans ses apprentissages, qu'il passe de belles et bonnes journées. Des journées bien remplies où il apprend des choses et des journées belles, c'est-à-dire où il va se sentir bien. C'est pour ça que maintenant, quand on va sur le site, quand l'Éducation nationale nous explique qu'un enfant, il doit se sentir bien pour pouvoir entrer dans les apprentissages. Oui, ça on le répète depuis, et nous, en psychologie positive, on le dit tout le temps. Maintenant, pour que cet enfant se sente bien, il faut que je fasse confiance à l'enseignant. Comment je fais confiance à l'enseignant ? Déjà, si j'ai des a priori, des préjugés, je les mets de côté. Surtout si on a des souvenirs de soi-même à l'école et que ça s'est plutôt mal passé. Oui, mais justement, de qui il s'agit, Philippe ? Il s'agit de qui ? De moi ou de mon enfant ? S'il s'agit de moi et que dès que je passe le portail, je me mets à trembler, à suer, à regarder un petit peu, je me mets en mode alerte, ça veut dire qu'il s'agit de moi, qu'il y a des choses que je n'ai pas réglées. Il y a des choses qui sont encore là, peut-être des traumas, des petits traumas qui vont venir et être projetés sur mon enfant. Alors que l'enfant, lui, tout va bien. C'est comme vous savez, les parents, quand ils se séparent, je regardais un petit peu là pour les rentrées, comment ça se passe un petit peu, et je voyais des parents en pleurs, des parents qui avaient du mal à partir, qui restaient, qui écoutaient si l'enfant il pleurait ou pas. C'est normal, je veux dire, dans le sens où c'est légitime. C'est pas que c'est normal, c'est légitime. C'est-à-dire, c'est normal, c'est la prunelle de mes yeux, c'est mon cœur que je vais déposer là et que je vais donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que cette personne va être bienveillante ? Est-ce que cette personne va être à l'écoute des besoins de mon enfant ? Est-ce qu'elle va pouvoir l'emmener aux toilettes quand lui, il aura envie ? Comment ça va se passer ? En fait, c'est tout ça. Donc, je dis aux parents, pour pouvoir tisser un lien de confiance, posez la question, dites comment ça se passe, comment va se passer la journée. Généralement, les enseignants ont déjà préparé ça. Ils mettent les temps les temps d'apprentissage, les temps collectifs, ça c'est quand on est en maternelle, le temps de l'histoire, le temps du repos, le temps de la petite sieste, le temps de la récréation et comment se passe aussi une récréation, parce que tout ça c'est le travail, le corps pédagogique, l'équipe éducative le travaille, ça, les équipes le travaillent. Comment est-ce qu'on peut poser la question de savoir comment se déroule la journée, une journée type, et qu'est-ce que l'enfant fera aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fera aujourd'hui, voilà. Et donc l'enseignant va répondre. Bien sûr, on va pas le faire d'une manière vindicative ou d'une manière je veux savoir parce que c'est mon droit. Oui, c'est ton droit, mais tu peux aussi le demander d'une manière. Par exemple, moi, mon enfant, pendant la cour de récréation, il a du mal à aller vers les autres, par exemple. Le parent peut se poser, parce que je sais que la récréation, c'est une angoisse. Pourquoi ? Parce que dans la cour de récréation, il peut se passer plein de choses. Les jeux, que ce soit des jeux violents ou l'enfant qui est... La question du harcèlement, on fera une émission là-dessus, on l'a prévu dans notre planning. C'est là où se passe tout, en fait. Et donc, les enseignants ont aussi cet œil. Ils ont un tour de garde. Ils achètent aussi du matériel pour occuper les enfants dans la cour de récréation. Il y a les enfants qui n'ont pas envie de jouer, qui ont envie de s'asseoir, de rêvasser, de regarder les nuages. Il y a d'autres enfants qui ont envie de jouer à la corde à sauter, d'autres qui ont envie de jouer au ballon, d'autres qui ont envie de jouer à l'élastique. Ça revient à la mode. C'est pas vrai ? Ils ont ressorti les élastiques. Ils ont ressorti l'élastique et tout ça. Et donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Donc, poser la question, comment est organisée la récréation ? Il y a ça, il y a l'autre chose, Philippe, que les parents, ce qui angoisse aussi les parents, c'est la question des sanctions et des punitions. Comment sont sanctionnés les enfants ? D'accord ? Donc, vous savez, de quelle manière ? Alors, il y a des écoles qui fonctionnent avec un permis. Si c'est des coups de règle par exemple, sur les doigts. Non, ça c'est interdit. non, ça c'est interdit. Ah bon, et nous on milite, Philippe, on est les stop VO, pas de fessées contre les violences éducatives ordinaires. Les sobriquets, les coins, les punitions, du coup ça s'appelle comme ça c'est pas des sanctions. Donc on te met au coin, on te sépare du groupe, et vraiment dans le genre, on va te faire payer quoi. Ce que tu es en train de faire, parce que tu es en train de me pourrir la vie de la classe. Donc du coup, allez, on t'isole et t'as pas le droit d'être avec les autres. Au piquet, ça c'est terrible. Donc non, il y a beaucoup de méthodes alternatives qui nous aident justement à amener l'enfant à coopérer. Quand on a un enfant qui est très leader, on va dire un dominant et qui peut être agressif, on va plutôt lui donner une activité, on va lui donner une responsabilité.
D'accord ? Et ça, c'est le rôle de l'enseignant, bien sûr. Mais le rôle de l'enseignant, voilà. Mais les parents, c'est bien de savoir, parce qu'il y a aussi la deuxième chose. Je parlais du temps, comment se passe la journée, mais la deuxième chose, c'est que le parent, il pense que son enfant, c'est un petit ange. Et comme il est à la maison, il va être en classe. C'est pas vrai. Il y a certains enfants, ils gardent en fait leur même comportement, on va dire ça comme ça, que ce soit à la maison, avec ses frères et sœurs, avec les cousins dans la famille, on va dire. Et quand il est en classe, il peut avoir un comportement qui est différent. Pourquoi ? Parce que le contexte n'est pas le même. Donc, je dis aux parents, ouvrez-vous au comportement qui est multicontextuel. On est différent. Là, il faut faire confiance à l'enseignant. À l'enseignant. Oui, ça veut dire. Alors, la confiance, elle commence par quoi, confiance, Philippe ? ça veut dire qu'il faut entendre ce que dit l'enseignant Vous avez dit relate. Vous avez dit le mot que je voulais dire. C'est exactement ça. Entendre, c'est-à-dire que j'ouvre mes oreilles et j'ouvre mon cœur. J'écoute avec mes oreilles, j'écoute les informations que me donne l'enseignant et j'écoute aussi avec mon cœur. D'accord ? Parce que l'enseignant passe près de 6 heures avec votre enfant. Je crois 6 heures, j'ai pas calculé, mais ça doit être à peu près. Il le connaît bien, c'est ça ? Il le connaît bien dans ce contexte-là, dans le contexte groupe, dans le contexte classe, dans le contexte apprentissage. D'accord ? Donc ça, c'est important. Donc le parent, on ouvre les écoutilles là et on écoute. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre pour argent comptant tout ce que dit l'enseignant. On va venir enrichir la carte, c'est-à-dire la connaissance que nous avons de notre enfant à travers un autre filtre, celui de l'enseignant. Et ça, c'est important. Ça contribue à créer de la confiance avec l'enseignant. Mais certains parents, peut-être à raison ou pas, pensent que l'enseignant a leur enfant dans le nez. Oui, alors. Moi, je l'ai beaucoup entendu. Oui, c'est quelque chose que, voilà... mais de toute façon, tu vois, la maîtresse, elle aime pas. Elle aime pas. De toute façon. Donc, comment on fait dans ce cas-là qui est quand même compliqué ? Déjà, il faut se détacher, Philippe. Moi, je pense qu'il faut se détacher et dire aux parents, c'est pas l'enseignant, il n'est pas là pour aimer ou ne pas aimer. D'accord ? Ça, c'est la première chose que je dis. Il n'est pas là pour aimer ou ne pas aimer l'enfant. S'il est là, il fait ce travail, c'est que déjà, il y a un attachement envers les enfants. D'accord ? Et envers la pédagogie, l'envie de transmettre un savoir-faire et transmettre aussi un savoir-être. Quoi qu'on en dise, parce que de toute façon, même si on dit ouais, mais les enseignants ils sont pas là pour être des modèles ou pour être machin. Oui, mais je suis désolée, l'enfant apprend. On a déjà parlé ici dans cette émission des neurones miroirs. Le fait d'apprendre par imitation, d'apprendre par imprégnation, d'apprendre aussi parce qu'on a de la sympathie envers quelqu'un et parce qu'on veut lui plaire aussi. Ça aussi, c'est important. Donc l'enseignant, lui, c'est pour ça que il doit, là vraiment, j'utilise un autre opérateur de nécessité tout à l'heure, il faut et maintenant il doit. Il doit aussi parce que on attend ça et c'est son rôle. Être vraiment, c'est-à-dire traiter les enfants de la même manière. Quand je dis de la même manière, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire d'une manière, j'allais dire le mot égalitaire, mais ce n'est pas le mot égalitaire. Juste. D'une manière juste, exactement. Chaque enfant, selon ce dont il a besoin, le niveau où il se trouve. Donc c'est sûr que ça demande à l'enseignant de faire preuve de pédagogie différenciée. On va pas, quand il prépare sa séquence pédagogique, et ça il faut demander, les parents doivent demander comment ça va se passer, comment il va rentrer par exemple dans la lecture, dans les petites classes, dans les mathématiques, dans tel ou tel, dans l'histoire quand il est au collège, quand ils font de l'histoire, dans les sciences physiques, comment ça se passe ? On va pas rentrer dans la pédagogie pure et dure de comment il va, mais juste de savoir en fait quels moyens il met en place. Ça rassure. Donc j'ai perdu votre question, Philippe. Vous m'avez dit d'avoir dans le nez. Voilà, c'était ça. Je reviens à ça. Donc l'enseignant n'est pas là pour aimer ou ne pas aimer un enfant, mais il a à le traiter d'une manière juste. Maintenant, le parent, s'il croit que son enfant... On sait que finalement, on peut avoir... Alors, pas des préférences, mais il peut y avoir des comportements qui nous énervent plus que d'autres. Mais ça, c'est clair, déjà, Philippe. Même nous, en tant qu'adultes, ça arrive. Donc, quand on a un petit choupinou qui est là, il t'écoute, il entend ce que tu dis, il rentre dans les c'est facile avec lui. Bien sûr que tu vas l'apprécier. Ça, c'est l'élève modèle. Bien sûr que tu vas l'apprécier, que tu as envie de passer du temps avec. Mais un enfant qui, par exemple, va être un peu récalcitrant, va être tout le temps en train de papoter, il se lève, il demande pas la permission, il lève pas le doigt. On est obligé de faire beaucoup de discipline avec lui.
D'accord ? Donc ça veut dire que peut-être cet enfant a peut-être besoin de plus d'attention et que peut-être que la méthode que j'utilise n'est pas la bonne. Donc ça veut dire quoi ? Le parent, au lieu de rester campé sur la position le prof a mon enfant dans le nez, de dire ok, je vais discuter, je m'engage aussi dans l'école, parents d'élèves, être dans l'association de parents d'élèves aussi, rentrer là-dedans, assister au conseil d'école, assister au conseil des classes, quand on est au collège et au lycée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis dans un contrat, dans une alliance, dans un partenariat avec les enseignants. Je ne suis pas contre eux, je suis avec eux, pour mon enfant, pour le bien-être de mon enfant, le bien-être émotionnel et psychologique et le bien-être aussi cognitif au niveau de ses apprentissages. Donc, si je pense et que je ressens et que mon enfant ressent que l'enseignant l'a dans le nez, on va discuter. Drapeau blanc, on y va. Philippe, drapeau blanc, oui. On a besoin d'un temps de communication. Voilà ce qui se passe, voilà ce que je ressens en tant que parent. C'est mon ressenti. Voilà ce que ressent mon enfant, c'est son ressenti. Ça reste du ressenti. Ça reste du ressenti. C'est pas forcément factuel. Voilà. Mais c'est sûr que mais les enfants le disent. De toute façon, ils m'aiment pas. Et les enfants le disent. De toute façon, ils m'aiment pas. Et de toute façon, c'est toujours même quand il y a une bêtise qui se passe dans la classe. Moi, je me rappelle. C'est même les autres élèves disent c'est lui, alors que lui, il était même pas là ce jour-là. Il était absent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une habitude, il y a une espèce d'habitude, on sait que c'est toujours lui. Oui, mais à cet enfant, il faudrait peut-être lui donner une autre manière de se voir. Vous savez, c'est la question des étiquettes. Les étiquettes que l'on pose sur les enfants. On parle de la rentrée avec Karima Chadibaou. Alors c'est vrai que c'est un moment clé de l'année qui se passe. Il y a des passages qui sont plus difficiles d'autres. L'arrivée en 6e, l'arrivée en seconde, aussi. Qui est elle aussi qui peut être violente pour certains qui ont été bercés par leurs années collège et qui se retrouvent dans un monde quasiment d'adultes. Exactement. Donc on en parle ce matin. Vous pouvez réagir et interroger Karima au 01 53 48 3000. Quand on est papa, maman et qu'on est confronté à un enfant qui rentre et qui pleure tous les jours quand il rentre de l'école. Oui. Alors c'est déjà c'est difficile pour le parent parce que il voit le mal-être de son enfant et de se dire oh là là, qu'est-ce qui doit se passer, donc déjà avant de parler à l'enfant et de tomber sur lui, parce que je dis vraiment tomber sur lui, c'est déjà que le parent déjà fait le point avec lui-même, d'accord, qu'il soit disponible à entendre, d'accord, et à pouvoir accompagner l'enfant, c'est-à-dire que je me mets pas en mode scénario catastrophe, ça y est, il se fait harceler, ça y est, il y a un prof qui l'a dans le nez, ça y est, c'est-à-dire le scénario catastrophe. Non. Donc, déjà, je fais le point. Qu'est-ce que ça me fait de voir mon enfant comme ça ? Je commence par moi d'abord. Je me jette pas tout de suite sur mon enfant. Qu'est-ce que ça me fait à moi ? Une fois que j'ai fait le point et que c'est clair dans ma tête, clair dans mon cœur et que j'ai de la place dans mon cœur pour pouvoir accueillir ce qui se passe chez mon enfant, là, je vais discuter avec lui. Pour l'accompagner. D'accord ? Il y a des enfants qui, dès le début de l'année, carrément, disent c'est trop dur. C'est trop dur, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, c'est trop dur. Je vais pas retrouver mes copains, mes copines. Je les ai pas. D'ailleurs, je retrouve aucun qui était avec moi. Je connais personne. J'arrive pas. On change le plan de classe, il change à chaque fois. Donc c'est la difficulté en fait d'installer des rituels et des habitudes, parce que justement l'enfant ou le préado était sur certaines habitudes et que là il faut les changer. Donc, il faut l'accompagner dans ce changement. D'accord ? Donc, ça veut dire, première étape, on l'écoute. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu que tu me dis que tu ne vas pas y arriver. Qu'est-ce que tu ne vas pas y arriver ? Comment tu te sens quand tu penses que tu crois que tu ne vas pas y arriver ? Donc, ça veut dire quoi ? On n'a pas de baguette magique pour régler le problème, parce qu'il faut aider l'enfant, c'est lui qui va le résoudre. Nous, on va juste créer l'espace où il va pouvoir s'exprimer et dire ce qui ne va pas. La solution, c'est lui qui l'a. Et il va la trouver. Donc, je dis aux parents, ne partez pas tout de suite en panique. Le rendez-vous avec le prof, oui. Attendez, ils viennent de rentrer, ils sont rentrés jeudi. D'accord ? On est mercredi. Donc, il faut laisser quand même un temps d'adaptation, croire en son enfant. Surtout, ne lui dites pas, c'est pas grave, tu vas t'habituer. Parce que quand on dit c'est pas grave, c'est rien, tu vas t'habituer, si tu savais, moi, oh là là. C'est la réponse classique en général, formatée. Exactement, parce que quand on dit ça, on est dans le déni. C'est-à-dire qu'on rejette. On ne croit pas et on rejette la douleur et la souffrance de l'enfant. Donc on dit, j'entends, je vois ce qui se passe. On en parle. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Quand tu es arrivé,
Ouais, tu t'es senti mal où ? Ça t'a serré dans le ventre, t'as le ventre qui tourne, t'as vite couru aux toilettes et tu peux pas aller aux toilettes parce que les toilettes c'est dégueulasse. C'est quoi ? Il y a plein de choses. J'avais envie de vomir, j'avais envie de ceci, de cela. Attention, parce que le fait que l'enfant s'installe trop longtemps là-dedans et qu'il n'y a pas un espace d'écoute et d'échange et pour qu'il puisse apporter les solutions à pour qu'il puisse s'adapter, on risque de basculer dans les phobies scolaires. Surtout si le parent dit c'est pas grave, non ça va aller. L'enfant il va se dire en fait je suis pas entendu, je suis pas écouté, ce que je ressens n'est pas légitime, c'est pas normal. Je regarde tous mes autres copains, ils s'éclatent, tout va bien, ils sont contents, et moi je suis pas normal. D'accord ? Et donc du coup l'enfant va risque de commencer à développer ce mal-être et qui va bien s'installer. Donc à noter que c'est chacun sa place, hein. Les parents sont là pour accompagner, les enseignants pour enseigner. Oui, absolument. Les parents ne se substituent pas aux enseignants. Non, du tout. Mais ils peuvent faire, Philippe, comme on l'a dit tout à l'heure, on fait un partenariat. Par exemple, si on sait qu'on a un enfant qui a un tempérament anxieux, un enfant qui a un tempérament colérique, un enfant qui a un tempérament plutôt euphorique, hein, d'accord, ça, c'est une information qu'on va donner au prof. Et on va lui dire, voilà, mon enfant, quand il est... Parce que parfois, il peut être saturé d'informations, il y a beaucoup de bruit, donc il a besoin peut-être d'un temps calme. Voilà, nous, comment on fait à la maison. C'est-à-dire, vous allez donner des billes. Et vous le connaissez bien aussi. Et l'enseignant va vous dire, tiens, oui, c'est vrai, j'ai remarqué que pour ma fille, pour la rassurer, elle a peur. Il y a toujours au début un temps de démarrage et d'imprégnation pour qu'elle puisse s'habituer au climat de la classe, à ses autres camarades. Moi, je fais à la maison, on fait un truc. Tiens, quand on s'engage dans quelque chose de nouveau, voilà comment je l'accompagne. Donc ça, c'est des outils et des billes importantes que vous donnez à l'enseignant et vous rappelez aussi à l'enfant que voilà, c'est un temps. Tu vas apprendre des choses, oui, ça tu le sais, surtout s'il est rentré au lycée ou au collège. Tu le sais. Ok, maintenant, pour que tu te sentes mieux, de quoi tu aurais besoin ? D'accord ? Pour calmer cette anxiété, c'est-à-dire l'aider à réguler et à gérer cette émotion, pas à l'éradiquer. Parce que peut-être que votre enfant se sent menacé. Peut-être que votre enfant ne se sent pas appartenir à la classe. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'aider à se sentir appartenir à la classe, à se sentir engagé dans la classe, que voilà, c'est partie prenante. Et du coup, de pouvoir rentrer correctement dans les apprentissages et se sentir bien. Parce qu'un enfant qui se sent mal, il n'apprend pas. Il peut pas apprendre. Il a le cœur plein et la tête pleine. La guerre se gagne dans les plans. Une année scolaire, ça passe vite. Hein. Oui, vous allez voir, absolument. Jusqu'à la fin de l'année, ça va aller très très vite. Et puis après, il y a les échéances pour ceux qui ont des examens en fin d'année. Quelles sont les décisions qu'on prend en début d'année scolaire? Qu'est-ce qu'on installe comme, on va dire, habitude? Comme habitude. Ouais. Alors les routines. Alors moi, j'aime bien les routines qui fonctionnent déjà. Vous pouvez aussi aider votre enfant. Vous pouvez faire ça dès les petites classes, c'est-à-dire l'élémentaire, dès le CP, même fin de grande section CP, de voir, les canaux d'apprentissage, par où ça passe. C'est-à-dire que dans le planning que vous allez faire, que ce soit aussi avec les devoirs. Moi, vous savez, on les appelle pas les devoirs, nous on les appelle les vouloirs. Vous vous rappelez, Philippe? Donc, comment... C'est bien les piqûres de rappel. Voilà, les piqûres exactement. Les devoirs sont des vouloirs. C'est des vouloirs. Je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Donc, si on peut pas faire ses vouloirs? Donc, si on veut pas faire ses vouloirs, déjà se poser la question, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être que le temps dans mon programme après la classe, donc il passe la journée en classe. Il a fait ses apprentissages. Quand il rentre, il faut qu'il y ait un temps de détente. On se repose, on se détend. Alors, on va pas se détendre en le mettant devant un écran. D'accord ? Parce qu'on faisait le goûter devant. Non, on l'emmène quand c'est petit, même quand il est un peu plus grand, même si c'est beaucoup plus difficile avec un pré-ado et un ado, je le consens, voilà, j'en suis bien consciente. De l'emmener en fait un peu se défouler. Quand ils sont petits, on l'emmène au parc. D'accord ? Il va se défouler, il va faire son goûter, puis ensuite il rentre. D'accord ? Quand il est plus grand, au collège, pré-collège, prenez un temps, on va aller faire quelque chose, une marche méditative, Je sais, oui, Philippe, il fait les gros yeux, là, vous le voyez pas, mais il fait les gros yeux pour me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Défouler, on l'emmène chez Zara. Alors là, ouais. Je rigole. Ouais. Bon, alors, la marche méditative. C'est-à-dire une marche, quelque chose, en fait, c'est un temps où on laisse redescendre, en fait. On laisse atterrir tout ce qui s'est passé. Donc, c'est pas devant un écran. Mettez-lui... moi, je vais vous partager ce que fait mon fils, si vous voulez bien, Philippe. Mon fils, je sais qu'il n'aime pas j'avais négocié avec Karima qu'on ne parle plus de vous. Mais, non, je suis désolé. Mais je veux le partager parce que, moi, franchement, pour être complètement authentique avec vous, c'est pas quelque chose que moi, j'ai installé. C'est que lui, en fait, en m'observant le faire,
les neurones miroirs, le fait aussi. Il met il est un fan comme moi de la musique celtique. Donc il met de la musique celtique et il dit maman, c'est mon temps de pause. Je dis wow, purée, moi j'attends les ateliers que j'ai fait pour vraiment conscientiser qu'il y a besoin d'un temps de pause. Mon fils lui fait ce temps de pause, il se met cette musique celtique, il l'écoute, ça lui fait du bien, ça le détend. Et avant, je vous rappelle que mon fils est en prépa en 2e année, et du coup ensuite il se met au travail. Il me dit maman, ça me permet moi de décharger et ça me permet de donc trouver ce qu'aime votre enfant. D'accord ? Quelque chose, mais la musique celtique, on la connaît, il y a des instruments, et c'est aussi une musique qui parle un peu à l'âme. Gilles Servat, Dan Arbraz. Voilà, moi j'aime bien Lorena McKennitt. Donc du coup, c'est des musiques qui, à chaque fois que j'écoute ces musiques, j'ai l'impression que je suis dans la forêt, je cours dans la forêt. Bref, ou ceux qui sont au bord de la mer, en train de nager. Bref, trouver un temps où il va avoir ce temps de pause. Pour vous, pour l'enfant. Ensuite, pour être bien dans le rythme, le temps de travail. Le temps de travail pour un collégien, pour un lycéen, pour un enfant en élémentaire n'est pas le même. Attention, donc la concentration pour un enfant en élémentaire, c'est 20 minutes, 25 minutes de travail, pas plus, et on révise les leçons. Bien. D'accord ? Mais on fera, je pense, une émission. C'est la rentrée, donc on a tout le temps, on a toute l'année. Radio, oui, bien Karima sûr. Avec vous, le mercredi, vous réécouterez une émission